Bonsoir à tous et bienvenue à cette conférence découverte. J'espère que vous avez été baignés par le chant des baleines. Claire Garrigue a eu l'excellente idée de vous plonger en immersion pour vous faire attendre dans une ambiance sonore des profondeurs hypnotiques. Donc je suis ravie de vous accueillir ce soir pour cette conférence découverte qui va donc porter sur les baleines. Donc vous savez que c'est la saison des migrations des baleines dans nos eaux. Et pour nous présenter leur mystère et les recherches qui tournent sur ces gros cétacés mythiques, Claire Garrigue, qui est donc fondatrice de l'association Opération Cétacés et également chercheur spécialiste de l'écologie des grands mammifères marins, va nous amener dans ses travaux de recherche. Son intervention sera suivie après par celle de Solène, qui est doctorante à l'université de Pierre-Marie Curie à Paris. Et pour nous mettre directement dans le bain, nous vous proposons un petit extrait de 10 minutes sur les travaux de Claire en action. Il s'agit d'un extrait du magazine 30 millions d'amis. Au cœur de l'océan Pacifique, bienvenue dans le lagon sud de la Nouvelle-Calédonie. Chaque année, pendant l'hiver austral, environ 400 baleines à bosse viennent s'y accoupler et donner naissance à de magnifiques baleineaux. Depuis 20 ans, cette scientifique, Claire Garrigue, vient à leur rencontre. Sur la Grande Terre, le soleil s'impose largement sur le lagon Est. Ce jour-là, il ne lui faut que 10 minutes pour faire une première rencontre. Nous avons devant nous une maman avec son petit. Les baleines viennent mettre bas ici car les eaux sont plus chaudes qu'en Antarctique. Quand le bébé aura pris des forces, elles repartiront au pôle sud. Même après 20 ans d'observation, Claire est toujours autant sous leur charme. Tu vas voir la belle caudale là, regarde. Un peu comme nos empreintes digitales, les caudales des baleines sont toutes uniques. On identifie les baleines au dessin qu'il y a sous leur nageoire caudale. Et les mamans, accompagnées de petits, c'est très rare qu'elles montent la caudale. Claire et son équipe n'ont pas peur de s'approcher de ces monstres des mers qui, adultes, peuvent atteindre 15 mètres de long et 40 tonnes, jusqu'à 10 fois le poids d'un éléphant. Mais aujourd'hui, la maman et son petit disparaissent. La scientifique ne s'avoue pas vaincue et sort son hydrophone pour capter leur son. Et là, on entend un chant faible, mais on entend un chant. Sous l'eau, d'autres cétacés sont bien là. Il y a forcément un mâle puisqu'ils sont les seuls à chanter. Évidemment pour communiquer, mais aussi peut-être pour séduire les femelles. Tous les mâles chantent le même chant au même moment, dans une population. C'est-à-dire que les baleines d'ici, elles ne chantent pas la même chose qu'à Hawaï. Mais par contre, c'est le chant le plus long et le plus complexe du règne animal. Et il évolue dans le temps. Donc l'an prochain, il sera différent de ce qu'il est cette année. Sur le lagon, les touristes aussi espèrent apercevoir les baleines. En Nouvelle-Calédonie, on peut approcher les cétacés en catamaran, à condition de les trouver. Donc on a deux baleines aux alentours du bateau. Là. On est en train de se rapprocher tranquillement et maintenant le but du jeu va être d'apercevoir les souffles. Plus on va être proche, plus on a de chances de les voir. Pour l'instant, on ne voit pas la couleur. Il faut fixer, puis on attend d'avoir un signe de vie d'une baleine. Il faut être patient, c'est le plus dur. Sur l'eau, quelques kilomètres plus loin, nous retrouvons Claire, qui est plus chanceuse. Voilà, on vient d'apercevoir un souffle, donc on va s'approcher doucement. Elle bouge pas, tu vois, elle doit se reposer là, probablement. Et le petit, tu vois, on le voit pas souvent, mais il doit tourner autour, bah voilà, pour aller se nourrir sous sa maman. Et il va taper, voilà, stimuler les mamelles, et là le lait est éjecté. Il ne tète pas, parce que sous l'eau on imagine bien que ce serait pas très pratique de téter.
Et c'est pour ça que quand les baleines restent comme ça en surface, là, son petit, en fait, il va dessous. Il se nourrit, il ressort respirer de l'autre côté, il va dessous. Un petit baleineau qui ingurgite 300 litres de lait par jour. De quoi prendre des forces avant de rejoindre l'Antarctique, situé à plus de 7500 km. À la fin de la période d'allaitement, la maman baleine aura perdu un tiers de son poids. C'est bien la maman qu'on a vue hier, ça je l'ai vue à la forme et au dessin qu'il y a sur la dorsale, et on l'a appelée tartiflette. Et ces gourmandes ont également baptisé le petit Roblochon. Allez petit tout. Roblochon. Ah, c'est beau, hein. C'est vraiment une belle observation. Mon petit gars, montre-moi ta dorsale. En 20 ans, elles ont baptisé plus d'1 millier de baleines. Ici, c'est un endroit où les baleines reviennent. On a plus d'un quart des baleines qu'on connaît et qu'on revoit régulièrement. Donc c'est vrai que chaque année, tu rajoutes une histoire à cet animal. Ah tiens, c'est Fourchette, on le revient. Ah tiens, c'est Magali, est-ce qu'elle a un nouveau petit? Après les photos, Claire sort une carabine un peu spéciale. Rassurez-vous, ce fusil ne tire pas de balles. Il va permettre de faire une biopsie. C'est-à-dire prélever un échantillon de peau pour procéder à un test génétique. Ok, c'est fait. Et en fait, on pense que les baleines aux biopsies réagissent comme nous avec une piqûre de moustique. Des fois on fait ça, puis des fois on fait rien du tout. Reste à recueillir l'échantillon. Et sur cette peau, on va pouvoir extraire l'ADN et connaître le sexe de la baleine. On va connaître les liens de parenté. Là, on connaît la maman, puisqu'on a aussi un échantillon de la maman. Donc on pourra chercher si on a le père parmi tous les mâles qu'on connaît ici. Retour sur le catamaran où les touristes n'ont pas eu la chance de Claire. Ils cherchent toujours les baleines. On n'est pas au zoo et c'est un petit peu elle aussi qui décide ce qui va se passer le jour où on sort. Sur un autre bateau, d'autres touristes sont plus chanceux. Et encore un, voilà. Elles sont là. Voilà, faut avoir l'œil marin, c'est tout les gars. En fait, on a juste vu le petit et je pensais que c'était la mer tellement c'est immense. Mais ouais, en fait, c'est que le petit, ouais, c'est génial. C'est génial. Je pensais pas qu'on allait être aussi près. Et ouais, on est à rien, on est à 20-30 mètres. La joie, impressionnant. À terre, Claire et son équipe comparent les clichés des derniers jours avec leur catalogue des années précédentes. Un moyen de savoir si elles ont croisé d'autres connaissances comme Blanche, Fourchette ou Magali. Pour nous, c'est une des choses les plus qu'on trouve les plus sympas. Parce que justement, c'est là où on construit l'histoire des baleines et on suit leur évolution, quoi. L'histoire des baleines. Ouais. Ah, ça y est. Bingo. Elle est là. Voilà. Hein, tu vois, j'aurais pas cru, mais elle est là. Elle est là, c'était tout à fait. Tu vois, là, on a ce même dessin avec le point. On a ce point-là qu'on retrouve ici. 2 décennies de photos dans cet album. Des animaux fascinants qu'elle ne se lasse pas d'étudier. Il y a quelque chose qui nous a peut-être pas surpris, mais étonné, c'est que les baleines ont un caractère et que certaines que vous revoyez d'une année sur l'autre, eh bien, elles vont avoir la même manière de se comporter. Et ça, il y en a que vous n'arrivez jamais à approcher, il y en a d'autres qui vont se laisser approcher à chaque fois. C'est vraiment, on a l'impression que c'est comme les individus. Le lendemain, Claire retrouve le lagon où une maman et son petit se sont lancés dans un étrange ballet de tapement de nageoires. C'est certainement des communications entre les animaux, parce que les animaux communiquent par le son. C'est-à-dire, par exemple, ils vont prendre leur nageoire pectorale et taper sur l'eau, ou sauter hors de l'eau, ou taper avec leur nageoire caudale. Et à chaque fois, ça fait un bruit, un splash. Mais pour nous, c'est le même splash. Mais en fait, il y a des chances que ce soit des bruits différents pour les animaux. Et donc que ça leur serve à communiquer. Allez, mam, sors. Salut la belle. La baleine et son petit s'en iront vers l'Antarctique à la fin de l'hiver austral.
et seront de retour l'an prochain dans les eaux de Nouvelle-Calédonie. Je vais passer la parole à Claire. Comme vous avez pu le constater, nous avons 2 caméras dans l'auditorium parce que la conférence est filmée et elle sera retranscrite sur NCTV, donc la télévision pays qui est partenaire de cet événement ce soir avec nous. Merci, Lina. Bonsoir, c'est bon, vous m'entendez ? Donc, bonsoir à tous. Je vous remercie d'être venus à cette conférence ce soir et je remercie également l'IRD pour l'accueillir dans ses locaux. Donc, ça fait maintenant plus de 20 ans que j'étudie la population de baleines à bosse qui vient passer l'hiver en Nouvelle-Calédonie. Tout d'abord dans le cadre de l'association Opération Cétacés et maintenant ces travaux qui se poursuivent dans le cadre de l'Institut de recherche pour le développement. Ouais. Donc, avant de commencer cette présentation, je vais remercier toutes les personnes qui nous ont aidés, que ce soit les financeurs, mais également tous les amis, les retraités, les étudiants, les stagiaires, les collègues qui sont venus avec nous pendant toutes ces années pour collecter les données, parce que le travail que je vais vous présenter ce soir, c'est un travail collectif. Sans toutes ces personnes, ce travail n'aurait jamais eu lieu et actuellement, on n'en saurait pas beaucoup sur les baleines à bosse. Donc je tiens vraiment à les remercier. Je vais tout d'abord ce soir vous proposer un petit rappel sur les baleines à bosse, très rapide, puisque vous venez de voir les baleines, donc je pense que maintenant tout le monde sait ce que c'est. On parlera brièvement des menaces qui pèsent sur elles, et puis des techniques d'études, et puis ensuite je vous présenterai les connaissances acquises sur les baleines, et enfin les futurs projets que nous allons mener à partir de cette année. Donc une baleine à bosse, je ne vais pas vous la détailler, vous l'avez vu dans le film, la voilà ici. Elle fait donc, on a dit, 14 mètres et à peu près le poids de 8 éléphants. Et sa caractéristique, ce sont ses grandes nageoires pectorale. Cette nageoire pectorale, elle fait 1/3 de la longueur du corps, donc elle peut atteindre 4 à 5 mètres, et c'est la seule espèce qui a ces nageoires. Donc si vous voyez ça, vous ne pouvez pas vous tromper, vous avez affaire à une baleine à bosse. Les baleines à bosse sont des animaux migrateurs, ça veut dire qu'ils ne passent pas leur vie au même endroit, toute leur vie. Au contraire, ils migrent entre les zones de reproduction tropicale, où ils passent l'hiver, et les zones de nutrition polaire, où ils passent l'été. Alors vous avez pu remarquer qu'il y a une petite baleine là qui n'a pas bougé. C'est parce qu'en fait, la population de baleines qui vit ici, dans la mer d'Arabie, c'est une population qui passe toute sa vie au même endroit et elle ne migre pas, parce que les conditions sont telles qu'elle peut trouver à manger et à se reproduire dans cette zone. Les prédateurs des baleines, eh bien, il s'agit surtout des orques. Les orques vont s'attaquer aux baleineaux pendant la première année. Et si les baleineaux ont la chance d'en ressortir, eh bien, on voit qu'ils vont en garder, par contre, en porter les cicatrices. Tout ça, c'est des marques de dents d'orque, ou alors aussi sur leur nageoire caudale. Mais les grands requins, comme les requins blancs, peuvent aussi s'attaquer aux baleines, notamment aux animaux jeunes, ou alors aux animaux vieux et malades. On a également la pollution des océans qui va représenter une menace pour les baleines, et notamment à travers les risques d'enchevêtrement dans les filets de pêche, la pollution acoustique, puisque ce sont des animaux qui communiquent par le son, donc qui va gêner les animaux dans leur communication. On sait que le trafic maritime a augmenté ces derniers temps. Et en fait, l'augmentation de ce transport maritime fait que le risque de collision avec les baleines a beaucoup augmenté. Il faut savoir que tout choc entre une baleine et un bateau qui va à une vitesse de plus de 18 km/h, soit 10 nœuds pour les gens qui sont marins, eh bien tout ce choc, ces types de chocs peuvent être létals pour la baleine. Voilà. On a également le changement climatique qui va pouvoir avoir un effet, parce qu'il va avoir un effet sur les ressources de nourriture, mais également sur la distribution des animaux qui va probablement changer. Alors on pense que les animaux migrateurs comme les baleines pourront s'adapter plus facilement, mais il y a quand même des chances que leur période de reproduction ou de nutrition soit affectée, et donc ça risque d'avoir des impacts sur les populations. Et enfin, le tourisme, s'il est incontrôlé, eh bien, il a des risques de déranger les animaux, puisqu'on sait que la présence de bateaux a un effet sur les baleines. Elles vont plonger plus longtemps, elles vont avoir des directions plus erratiques. Donc, si vous allez suivre des baleines, je vous engage vivement à suivre les conseils qui sont prodigués par la province sud pour le faire dans le respect des animaux.
Au siècle dernier, on a eu de la chasse industrielle qui s'est généralisée dans le monde entier. Suite à l'invention du canon lance-harpon, des navires-usines, eh bien, il a été possible de tuer les baleines, de les dépecer facilement et de conserver la viande à bord. Ce qui fait que la chasse s'est généralisée. Vous voyez que plus de 2 millions de baleines, toutes espèces confondues, ont été tuées dans l'hémisphère sud, et qu'à ce moment-là, à la fin de la chasse, on pense qu'il restait moins de 1% de l'effectif original des chasses. Alors pourquoi on chassait la baleine? Eh bien parce que, tout d'abord, on pouvait consommer sa viande. Les baleines, les fanons, servaient à faire des baleines de parapluie ou de corsets, et puis l'huile était utilisée pour faire des savons, pour faire des cosmétiques, ou tout simplement pour pouvoir s'éclairer. On peut voir sur ce tableau que entre le 1904 et 1972, plus de 200 000 baleines à bosse ont été chassées dans l'hémisphère sud. La chasse s'est arrêtée dans les années 60, mais l'URSS a continué à chasser de manière illégale jusque dans les années 73. À ce moment-là, dans le Pacifique Sud, on estime qu'il restait quelques centaines de baleines. La commission baleinière, depuis, a réglementé la chasse, qui est interdite, et l'espèce est protégée depuis maintenant 1966. C'est à cette époque, à partir des données des chasses commerciales, que la commission baleinière a pu identifier 6 zones que vous voyez ici en beige, en Antarctique, 6 zones d'alimentation qui sont dénommées zones 1 à 6. Et lorsque l'automne arrive, les baleines migrent vers le nord, vers les zones tropicales, 20 degrés de latitude, où elles vont se reproduire pendant l'hiver. Et on voit qu'il y a 7 stocks reproducteurs qui ont pu être définis et qu'on a nommés par les lettres de A à G. Le stock X, c'est celui dont on a parlé tout à l'heure, qui ne migre pas. Alors, bien sûr, il y a encore de nombreux aspects de cette migration qui est inconnue, et notamment les liens entre ces zones de reproduction et de nutrition, et notamment dans le Pacifique Sud, qui va nous intéresser ce soir. En 1999, nous avons créé le South Pacific Whale Research Consortium, qui regroupe des scientifiques qui travaillent sur les mammifères marins, et notamment sur les baleines à bosse, dans les zones tropicales et tempérées du Pacifique Sud. On est actuellement 43 membres de différents pays et de différentes institutions du Pacifique Sud, mais également des États-Unis et d'Europe. Des données donc ont été collectées dans de nombreuses zones du Pacifique, que vous pouvez voir ici. Les Polynésies françaises, les îles Cook, Tonga, les Samoa américaines, les Samoa, Fidji, Vanuatu, la Nouvelle-Calédonie, et dans les corridors migratoires sur l'est de l'Australie, sur l'île de Norfolk, dans le détroit de Cook, en Nouvelle-Zélande, et dans l'île Kermadec, qui appartient également à la Nouvelle-Zélande. Je vais vous présenter maintenant rapidement les techniques utilisées. Tout d'abord, on collecte des données en mer, mais on peut également collecter en avion, voire à terre. Et quand on parle de données, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que ça, c'est du jargon scientifique, mais en gros, il faut savoir qu'on a plusieurs techniques qu'on peut mettre en œuvre. Là, on va parler de bateaux, parce que souvent on fait des campagnes en mer. Ça peut constituer, par exemple, à collecter des positions des animaux, parce que à ce moment-là, lorsqu'on sait exactement le lieu exact où se trouve une espèce, on va pouvoir établir sa distribution, et Solène vous en parlera tout à l'heure. Mais ça peut être également des clichés photographiques, des enregistrements acoustiques. Là, il s'agit de la mise à l'eau d'un enregistreur acoustique, qui est actuellement dans le lagon sud, qui va enregistrer pendant toute la saison, ou alors la collecte de peaux. Alors la photo-identification, qu'est-ce que c'est? Eh bien la photo-identification, ça va consister à prendre des photographies d'une partie d'un animal qui va nous permettre de reconnaître chaque individu. Ça s'utilise chez les zèbres, chez les jaguars, chez les requins-baleines, chez les raimentas. Demain soir, il y a une présentation sur les raimentas, peut-être qu'ils en parleront aussi. Et puis chez les dauphins et les baleines. Alors chez les baleines, leur particularité, c'est que la face inférieure, donc le dessous de leur nageoire caudale, vous l'avez vu dans le film, présente une couleur et un dessin qui leur est propre, et c'est une empreinte caudale qui nous permet de reconnaître chaque baleine comme une empreinte digitale. Dans l'hémisphère sud, les caudales sont plutôt blanches avec des marques noires, alors que dans l'hémisphère nord, c'est l'inverse, elles sont beaucoup plus souvent noires. On prend également des prélèvements de peau. Vous l'avez vu sur le documentaire avec un fusil hypodermique, qui sont les fusils de vétérinaires, ou avec une arbalète. Mais on peut aussi collecter de la peau en écumant la surface de l'eau. Si la baleine a une activité forte, comme par exemple un seau, eh bien elle va perdre de la peau. Elle est comme nous, c'est un mammifère, elle pèle, et on peut récolter de la peau. C'est ce qu'on voit
ici, là, à l'intérieur de l'épuisette. Alors, qu'est-ce qu'on va faire après? Eh bien, avec cette peau, on va extraire l'ADN. Hein. On pourra ensuite faire tout un tas d'analyses génétiques qui vont dépendre de la question à laquelle on va répondre pour obtenir des informations qui peuvent être, par exemple, la diversité génétique, par exemple le sexe d'un animal, parce que c'est pas écrit sur une baleine si c'est un mâle ou une femelle. Les femelles sont un petit peu plus grosses que les mâles, mais sinon, pour les reconnaître, c'est pas facile. À moins que, bien sûr, elles soient accompagnées par un individu tout petit, son baleineau. On peut aussi obtenir, par exemple, les liens de parenté. Alors, depuis... voilà. Alors, les photographies qu'on a collectées, nous, en Nouvelle-Calédonie, nous ont permis d'avoir, à l'heure actuelle, un catalogue de 1200 baleines différentes. Et les données génétiques nous permettent d'avoir 1031 génotypes différents, c'est-à-dire 1031 baleines identifiées avec une carte génétique différente. 70% de celles-ci ont également été identifiées par photo. Pour vous montrer qu'on utilise également, depuis 2007, on a commencé à utiliser la télémétrie satellitaire, c'est-à-dire qu'on pose des balises Argos sur les baleines dans le but de suivre leurs mouvements, que ce soit sur leur zone de reproduction, mais également lorsqu'elles quittent la Calédonie pour savoir où est-ce qu'elles vont. Pour ça, on a utilisé deux techniques, soit une perche, soit un système pneumatique qui est un lance-amarre. Ça sert sur les bateaux. On a un récipient dans lequel il y a de l'air comprimé, et sur les bateaux, ça sert à envoyer les amarres entre les bateaux. Cet instrument a été modifié, et il permet d'avoir un lanceur qui permet de déployer une balise sur les baleines, comme vous l'avez vu. Alors, le fait de pouvoir identifier individuellement les animaux et de les suivre à travers le temps et l'espace va nous permettre de nous permettre de suivre leurs mouvements, notamment leur migration, mais également leur taux de croissance, d'estimer leur succès reproducteur, de connaître la taille de la population. Et c'est pourquoi cette capacité d'identifier individuellement les baleines, que ce soit par des marques naturellement présentes ou par des marqueurs génétiques, a été largement utilisée par les chercheurs depuis une trentaine d'années. Et récemment, l'usage de la télémétrie satellitaire nous permet de compléter les informations qu'on a obtenues. Alors, des données ont été collectées à travers toute l'Océanie. On les a comparées, tous ensemble. Tous les gens que vous avez vus qui ont travaillé dans cette région ont mis ensemble leurs données pour les comparer, afin d'établir la structure des populations, la taille des populations et leurs mouvements à l'échelle de l'ensemble du bassin océanique du Pacifique Sud. Alors, quand je vous parle d'Océanie, on ne parle pas de l'Australie ni de l'Amérique du Sud. On parle vraiment des îles océaniennes du Pacifique Sud. Alors maintenant, je vais vous présenter brièvement les principaux résultats, les principales connaissances qu'on a obtenues. Alors sur cette figure, vous pouvez visualiser les échanges des baleines entre les différentes régions du Pacifique. Je n'ai pas fait figurer volontairement le nombre de baleines échangées, mais en fait, il est très petit. Si c'était au hasard, on aurait énormément de baleines qui s'échangent. Mais comme vous avez vu, elles migrent entre le nord et le sud, et donc on n'a pas beaucoup d'échanges, puisqu'en fait, en 6 ans, il y a seulement 20 baleines qui ont été observées dans différentes zones. Les échanges avec la Nouvelle-Calédonie ont été matérialisés par des flèches de couleur. On voit qu'en général, les échanges se font avec les zones adjacentes et qu'il y a quelques mouvements à travers l'ensemble du bassin pacifique, comme une baleine vue en Calédonie et en Polynésie, ou une vue aux îles Cook et en Nouvelle-Calédonie, mais c'est très rare. On sait également que ces mouvements ne sont pas directionnels, les baleines n'ont pas une direction particulière, et qu'elles ne sont pas liées au sexe. Alors, sur le tableau en bas, on a fait figurer les indices de fidélité, en gras, et les indices d'échange ici. Alors on remarque que les indices de fidélité sont beaucoup plus grands que les indices d'échange, ce qui signifie qu'en fait les baleines sont fidèles à leur zone de reproduction et qu'il y a beaucoup plus de chances qu'elles reviennent sur cette zone de reproduction plutôt qu'elles aillent dans une autre région. Donc la fidélité est plus importante que les échanges. Et l'endroit où les baleines sont le plus fidèles, vous voyez, c'est en Nouvelle-Calédonie. On a environ un quart à 50% des baleines qu'on connaît. On a également utilisé la biologie moléculaire pour mettre en évidence 4 à 5 sous-populations de baleines à bosse qui correspondent chacune à une zone de reproduction hivernale. Donc là, on confirme ce qu'on a vu avant,
avec les analyses des photos. Et enfin, on a utilisé une troisième technique pour travailler sur cette structure des populations, c'est les chants des baleines. Alors vous avez entendu, quand vous êtes arrivé, il y avait des chants qui passaient, ça c'est les chants de baleines. Ces chants sont chantés par les mâles pendant la période de reproduction. C'est les plus longs, les plus complexes du grain animal. Et ces chants, vous voyez ce qu'on a trouvé, en fait, c'est que ces chants se propagent d'une manière unidirectionnelle, dans une seule direction, de l'ouest du Pacifique, de l'Australie, vers l'est du Pacifique, la Polynésie française. Alors, comme ils se transmettent ces chants, on a pu justement s'en servir pour utiliser la structure des populations. On a vu qu'il y avait deux types d'évolution des chants. Soit une évolution, soit une révolution. Alors un chant, par exemple, le chant bleu. Vous voyez, il était bleu foncé, il est devenu bleu ciel. Eh bien, ce champ a évolué, il s'est complexifié à l'intérieur d'une zone, hein, ici par exemple sur l'est de l'Australie ou après en Calédonie, à travers le temps. Ça, c'est ce qu'on appelle une évolution. Mais il y a des années où le champ change brutalement. Voilà. Il passe par exemple de bleu à rouge. Et ça, c'est une révolution. Ce sera un nouveau type de chant qui apparaît dans une population et qui, d'un coup, tout le monde va prendre ce chant. Nos résultats, là encore, suggèrent qu'il existe 3 à 4 groupes vocaux dans le Pacifique, et donc on a toujours cette même structure de population qu'on avait vue grâce aux analyses de génétique et aux analyses des photographies. On a également estimé la taille de la population de baleines à bosse qui fréquentent la Calédonie. Alors, en Calédonie, les baleines qui viennent ici, elles ont la caractéristique d'être transientes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, il y a une partie des animaux qui passe une fois, mais qu'on a une probabilité quasi nulle de revoir. Et il y en a 17 à 57% par an, selon les années. Ce phénomène va agir sur les calculs d'abondance, donc il faut en tenir compte. C'est pourquoi on a utilisé des modèles qui tiennent compte de ces fameux transients pour calculer la population, et on voit que la population des résidents est d'environ 400 baleines, mais que la population des résidents plus des transients va être plus proche de 700 baleines pour la Nouvelle-Calédonie. Néanmoins, c'est une petite population avec un fort taux d'animaux de passage. La Commission baleinière internationale, vous en avez tous entendu parler, elle gère les stocks des baleines. Et pour ça, elle va en fait entreprendre des évaluations de ces espèces, des stocks de ces espèces, régulièrement dans le temps, afin de voir comment les stocks se reconstituent depuis la chasse et de pouvoir estimer leur statut. Donc, en Océanie, on a pu estimer l'abondance des baleines à bosse, qui est d'environ 4000, un peu plus de 4000 baleines à bosse. Ça, c'est une valeur pour l'année 2005. Donc, on considère qu'en 2005, il y avait à peu près 4000 baleines à bosse dans le Pacifique Sud. Alors, toutes ces données qu'on collecte, eh bien, elles sont utilisées justement pour essayer de faire des modèles qui vont nous permettre de voir comment se reconstituent les stocks. Et ça, c'est le résultat d'un modèle. Donc, sur la gauche, ici, vous avez la taille de l'abondance, le nombre de baleines estimées, ce sont toujours des estimations, hein, avant la chasse, en rouge pour l'Australie, donc on voit qu'il y en avait en gros 26 000, et pour l'Océanie, disons 14 000. En bas ici, vous voyez, la population a diminué à cause des chasses, la chasse s'arrête dans les années 60, et ça c'est le nombre minimum qu'on estime qu'il restait de baleines à cette époque. Donc vous voyez, il en restait 132 dans le Pacifique Sud, c'est-à-dire qu'on est passé très près de l'extinction de l'espèce dans cette zone. Et là, ici, maintenant, c'est la reconstitution. Comment les populations se reconstituent. Alors, on voit que pour l'Australie, eh bien, la population est bien mieux reconstituée que celle d'Océanie, puisqu'on estime qu'en 2015, la population de l'Est de l'Australie représentait 3/4 du stock originel, alors qu'en Océanie, elle était de moins de 50%. Le taux d'abondance, le taux de croissance, pardon, de la population, en fait, est différent selon l'endroit où on s'intéresse dans le Pacifique. Sur l'est de l'Australie, il est de plus de 10%, alors que dans l'Océanie, il est seulement de 5%. On va essayer de comprendre pourquoi, bien sûr. Alors donc, vous avez vu qu'on a mis des balises. Entre 2007 et 2012, on a déployé à peu près 40 balises Argos, principalement dans le lagon sud de Calédonie, mais on en a déployé une à Lifou et quelques-unes au sud de la Nouvelle-Calédonie. On remarque que lorsque les baleines partent, eh bien, elles prennent 2 directions. Soit elles partent au sud-sud-est, soit elles partent à l'ouest.
Et on commence tout juste à avoir des informations sur les corridors migratoires, c'est-à-dire sur les zones par où elles passent pour, que je vous ai dit, elles migrent nord-sud entre les tropiques et les zones polaires. Mais ça, c'est la théorie, c'est très bien. Mais bon, maintenant, il faudra aller voir plus loin et savoir où vont nos baleines. Donc nous, on voit qu'en effet, nos baleines, quand elles partent, certaines passent par là, par le sud de l'Australie, entre autres la Tasmanie. D'autres passent par l'île de Norfolk. D'autres passent par la Nouvelle-Zélande. Et enfin, certaines passent par les îles Kermadec. Mais ce qu'on a surtout trouvé, grâce à nos études, c'est qu'on a mis en évidence un nouveau schéma migrateur au cours duquel les baleines interrompent leur migration près de certaines structures océaniques comme les monts sous-marins. On a en effet 3/4 des baleines balisées qui se sont arrêtées sur des monts sous-marins, que ce soit en Nouvelle-Calédonie, donc sur leur zone de migration, sur le mont sous-marin d'Antigonia, situé au sud de l'île des Pins, ou pendant leur migration vers le sud, notamment sur le mont Wanganela, qui est situé au nord-ouest de la Nouvelle-Zélande. Sur ces monts sous-marins, elles passent relativement longtemps, puisque par exemple, il y a une maman petit qui a passé 19 jours sur un mont sous-marin. Alors on s'est dit, ces structures, elles ont une importance, mais le problème c'est que pour l'instant, on ne peut pas savoir à quoi elles servent, parce que ces monts sont situés loin et on n'a pas beaucoup d'informations. Mais on a quand même des hypothèses. Ça pourrait être des zones de reproduction, parce qu'on sait en effet que les baleines à bosse, lorsqu'elles prennent leur migration, elles continuent à chanter, continuent à avoir des comportements reproducteurs, bien qu'ils soient beaucoup moins fréquents que sur les zones de reproduction, parce qu'elles vont petit à petit changer de comportement. Ça peut être des repères ou des signaux sur la route de navigation. On sait en effet que les monts sous-marins ont des signatures géomagnétiques et que les animaux qui ont la capacité de pouvoir reconnaître ces signaux magnétiques pourraient s'en servir pour se diriger. Enfin, ça peut être des zones de repos, voire, si on est vraiment dans des zones assez sud, pourquoi pas d'alimentation. En tout cas, Antigonia, là, on y est allé et on a montré que c'était une zone de reproduction. Alors, jusqu'à très récemment, on avait peu d'informations sur les zones d'alimentation parce que le problème, c'est que c'est l'océan austral. L'océan austral est un milieu hostile, difficile d'accès. Il faut des grands moyens logistiques. On ne peut pas y aller avec un petit bateau, un petit Zodiac. Mais ces dernières années, il y a plusieurs campagnes océanographiques qui ont eu lieu, notamment une campagne de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande dans les îles autour des îles Baleinies et de la mer de Ross, et des campagnes françaises vers la Terre Adélie. Et les données qui ont été collectées à cette occasion, photographiques et génétiques, nous ont montré qu'en fait, les baleines qui s'alimentent vers les zones balénies, elles sont surtout liées à l'Australie. Ce sont des baleines qui migrent le long de la côte est australienne. Par contre, comme vous voyez, on a eu très peu d'informations encore, là, cette fois, sur les liens entre l'Antarctique et les tropiques, puisqu'on a pu simplement avoir 2 baleines photographiées en Calédonie qui ont été revues, une seule par ici et une seule par ici. Une baleine identifiée par génétique, cette fois, qui a été revue ici. Et parmi toutes les baleines qu'on a balisées, on a eu la chance d'en avoir une qui a atteint l'Antarctique et qui nous a donc donné des informations sur la zone où elle se nourrissait. Mais hélas, c'est une seule. Alors vous allez me dire pourquoi. Enfin, vous avez peut-être des fois vu des émissions sur les balisages. On met des balises sur les oiseaux, c'est facile, on les attrape, on met une petite balise, tout se passe bien. Une tortue, on la prend, on colle, c'est facile. Mais sur les baleines, c'est autre chose. C'est que les baleines, le problème, c'est les fixations des balises. Vous ne pouvez pas l'attraper pour lui mettre la balise. En plus, ce qui se passe, c'est que dans les eaux chaudes, les baleines, ici, vous avez vu peut-être dans le film, je ne sais pas si on en parle, elles sont ici pour se reproduire. Donc en fait, elles forment des groupes compétiteurs et les mâles s'affrontent pour l'accès aux femelles. Donc quand vous mettez une balise, il y a beaucoup de chances que cette balise soit vraiment maltraitée parce que les mâles se battent entre eux. Et donc les durées de vie des balises sont assez faibles. Alors on s'est dit, on aimerait bien aller poser des balises dans les couloirs migratoires parce que justement, on aurait peut-être une chance d'obtenir plus d'informations. Et c'est ce qu'on a fait. L'an dernier, au mois de septembre-octobre, on a participé à une mission d'étude qui s'appelle The Great Humpback Whale Trail, donc le trajet des baleines à bosse. C'est un projet qui avait lieu à Kermadec, donc au nord-est de la Nouvelle-Zélande, et qui a été conduit par ma collègue, le docteur Rochelle Constantine, de l'Université d'Auckland. Là, vous avez une image de l'île de Kermadec. Donc, on y est allé. Pendant cette période-là, on a collecté des photographies et des biopsies. Kermadec, c'est ici. Et en comparant ces photos et ces biopsies, on a pu voir qu'une baleine observée à Kermadec avait déjà été vue à Niue, 3 avaient été vues à Tonga, 2 aux Samoa américaines,
et 10 en Nouvelle-Calédonie. Donc on a donc bien la confirmation de ce qu'on pensait, c'est-à-dire qu'une bonne partie de nos baleines passent par la zone de Kermadec, lorsqu'elles partent en migration vers le sud. On a posé 25 balises Argos, et comme vous pouvez le voir sur cette figure, eh bien, la majeure partie des baleines ont suivi une direction au sud-est, et comme on l'espérait, eh bien, on a eu la chance que ces balises donc, tiennent beaucoup plus longtemps. Hein. C'est la même équipe qui a posé les balises, c'est le même type de balise, mais vous voyez, c'est un milieu différent. La dernière balise posée s'est arrêtée de fonctionner il y a 1 mois. Donc vous voyez la différence de durée entre les zones, c'est très frustrant pour nous. Mais en tout cas, ce qui est super, c'est que ces premiers résultats nous montrent que les baleines à bosse qui se reproduisent là en Océanie, eh bien, à première vue, elles s'alimentent entre la mer de Ross et la péninsule antarctique qui est située ici, donc dans une énorme zone de l'Antarctique. La plus longue migration, elle a fait à peu près 7000 km. Elle a été parcourue en 9 semaines par une baleine, mais ça ne représente pas la totalité de la migration, puisque pour venir de Cook ou de Nouvelle-Calédonie, il a fallu encore qu'elle fasse 1600 km minimum pour arriver là, ce qui veut dire que la totalité de la migration, c'est au minimum 8600 km. Alors sur cette photo, je vous ai représenté l'ensemble des trajets obtenus par des balises Argos, par les équipes qui travaillent dans la zone. Donc en bleu, c'est les traces qu'on vient de voir de Kermadec. En rouge, c'est les baleines, 2 baleines de Calédonie qui ont marché assez longtemps. Et en vert, celle d'Australie. Ici, vous avez Kermadec. Ici, vous avez Norfolk. Et là, les îles Balénies. Eh bien, vous voyez qu'en fait, les baleines à bosse d'Océanie, elles parcourent une migration beaucoup plus longue pour aller se nourrir que les baleines à bosse d'Australie. Et on pense que c'est peut-être l'explication pour laquelle les stocks se reconstituent moins vite dans le Pacifique Sud. Alors bon, j'ai tenté là de vous résumer les grandes lignes des travaux qu'on a menés sur les baleines à bosse depuis plus de 20 ans dans le Pacifique. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire. Volontairement, je ne vous ai pas parlé de tout ou trop détaillé, parce qu'autrement, je peux vous parler pendant des heures, ce n'est pas un souci. Mais bon... Alors en fait, ce qui se passe maintenant, c'est que depuis l'arrêt de la chasse, les populations de baleines à bosse de par le monde ont légèrement augmenté. Elles sont en augmentation, elles vont mieux. Donc en 2008, l'Union internationale pour la conservation de la nature a décidé de retirer ces baleines de la liste des espèces vulnérables pour la mettre dans la liste des espèces moins concernées. Mais par contre, les travaux réalisés en Océanie, eux, ont montré que les taux de croissance étaient faibles. Et donc, l'UICN, en 2008 toujours, a fait évoluer leur statut, qui au contraire est passé de vulnérable à en danger. Donc les baleines à bosse que vous pouvez voir en Nouvelle-Calédonie, c'est une population en danger. Il est donc nécessaire de poursuivre les études dans le Pacifique, parce qu'il nous faut de nouveau des estimations d'abondance, afin de voir si la croissance augmente ou pas. Néanmoins, on a pu voir que nos travaux nous ont amenés à obtenir de nouvelles informations sur les liens entre les zones de reproduction et de migration, et que ces liens sont beaucoup plus compliqués que ce qu'on pensait avant avec les migrations nord-sud. Vous avez vu que là, ce n'est pas du tout ce qui se passe. Ça va plutôt vers le sud-est. Alors, quant à la population de Nouvelle-Calédonie, eh bien, on a affaire à une petite population, isolée des voisines, qui témoigne d'une forte fidélité à la Nouvelle-Calédonie. La zone principale de reproduction, c'est le Lagon Sud et les monts sous-marins situés au sud de la Nouvelle-Calédonie. Lorsqu'elles partent en migration, ces baleines passent par Norfolk, par Kermadec, par la Nouvelle-Zélande. Et leur zone de nutrition n'est pas totalement élucidée, mais on a vu qu'on pense qu'elles utilisent probablement au moins la zone 5 et 6, donc une zone assez large en Antarctique. Là encore, ces résultats vous montrent l'intérêt de mener des études à long terme. On est là sur une espèce qui vit à peu près 80 ans, donc si on veut pouvoir la suivre, eh bien, il faut aussi faire des études assez longues. Et j'espère que moi, quand j'aurai arrêté, il y en aura d'autres qui continueront pour pouvoir continuer ces travaux. Alors maintenant, on ne sait pas tout déjà, mais il y a encore des questions qui se posent à nous. Par exemple, cette année, non pas cette année, en 2014, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a créé une des plus grandes zones marines protégées au monde, le parc naturel de la mer de Corail. Ils ont fait ça parce que, en fait, ça vise à protéger les écosystèmes pélagiques et côtiers dans cette aire marine. La connaissance de la distribution spatiale des espèces et de leur habitat est nécessaire pour
l'identification des zones de conservation et la mise en place des mesures de gestion. Or, actuellement, les connaissances sur l'habitat et l'écologie des mammifères marins, et aussi des baleines à bosse, dans la mer de Corail restent limitées. On a des informations sur la zone proche de la côte, mais on n'a pas d'informations dans l'ensemble de la Z2. Il est donc important d'obtenir ces informations. Ce qu'on sait par contre, par les données historiques, c'est qu'au XIXe siècle, la zone de Chesterfield était une zone de chasse pour les baleiniers français, anglais et américains. Ce complexe récifal, avec le royaume de Tonga, c'était les deux hotspots de chasse. Donc on sait qu'il y avait des baleines à ce moment-là. Nous avons pu réaliser des missions à Chesterfield en 2002 et en 2010, mais on a pu voir qu'il y avait toujours des baleines, mais par contre, on n'a pas pu avoir d'autres informations. On a vu également ce soir que parmi les balises que l'on a posées en Nouvelle-Calédonie, un quart des baleines se sont dirigées vers la zone de la mer de Corail et Chesterfield. Donc, ce qu'on ne sait pas actuellement, c'est les baleines qui se trouvent ici. Est-ce qu'elles appartiennent à la population de l'Est de l'Australie, qui, je vous rappelle, est en bonne santé, qui augmente de 10% par an? Est-ce qu'elles appartiennent à la population de Calédonie, qui est en danger? Est-ce que c'est une nouvelle population? Et ça, c'est important parce que de cette origine dépendra le statut de conservation de ces animaux. Donc c'est pourquoi, cette année, on va lancer le programme WARE, qui va commencer cette année, et qui, en fait, vise à établir la distribution des baleines à bosse dans le parc naturel de la mer de Corail, identifier les habitats utilisés et leur usage, évaluer la connectivité entre les différentes zones du parc et avec les zones de reproduction connues, essayer également d'identifier l'origine de ces baleines qui fréquentent ces zones, et enfin, avoir des informations sur les routes utilisées entre ces différentes zones et voir les couloirs migratoires. Ces résultats vont pouvoir faciliter l'établissement de zones de conservation prioritaires au sein du parc. Ce projet, on le mène en collaboration avec des partenaires qui sont le WWF, Opération Cétacé, le ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et le parc naturel de la mer de Corail. Je vous remercie pour votre attention et je vais passer la parole à Solène. Bonsoir à tous. Donc, je m'appelle Solène Derville, je suis en thèse à l'IRD depuis environ 8 mois et je travaille sur l'écologie spatiale des baleines à bosse en Nouvelle-Calédonie et dans le Pacifique Sud. Donc, qu'est-ce que c'est d'abord l'étude de l'écologie spatiale d'un animal? Eh bien, c'est l'étude du comportement animalier dans tout ce qu'il relie à l'espace et à son environnement. Donc, en particulier, c'est l'étude des distributions des espèces, de leurs habitats et de leurs déplacements. Donc, mon but à moi, c'est de comprendre pourquoi une baleine à bosse est à un endroit donné, à un instant T. Et évidemment, la recherche scientifique existe parce qu'il n'y a pas de réponse simple et évidente à ce genre de questions. Pour comprendre des processus aussi complexes que la distribution des espèces, on va devoir dépasser un certain nombre de contraintes. Et ces contraintes, pour moi, la première, qui a été assez évidente, c'était la taille de ma zone d'étude, puisque j'étudie la distribution des baleines à bosse dans la zone économique exclusive de Nouvelle-Calédonie. Donc cette zone fait 1,4 million de kilomètres carrés, vous voyez le problème, 3 fois la taille des eaux territoriales de France métropolitaine. C'est aussi une zone qui va avoir des fonds marins très atypiques, avec différents reliefs assez complexes et des fosses qui peuvent aller jusqu'à 8000 mètres de profondeur. Ça va donner lieu à une grande diversité d'écosystèmes. On va pouvoir trouver dans cette zone des écosystèmes donc, de type estuaires, zones côtières, des récifs coralliens de différents types, et puis des zones pélagiques. Donc on l'a compris, ma zone d'étude est une zone grande, complexe, et qui est habitée par un grand nombre d'espèces. Donc dans le cas des mammifères marins, on recense 29 espèces de mammifères marins dans la ZEE néo-calédonienne. Parmi eux, 12 espèces de dauphins, 7 espèces de mysticètes, donc aussi appelées les baleines à fanon. Donc la baleine à bosse est une espèce de baleine à fanon, mais vous voyez bien qu'il n'y a pas qu'elle dans la région. Et puis on a aussi des espèces emblématiques comme le dugong, moins connues comme les baleines à bec, les cachalots, et même des otaries, même si ce genre d'observation reste très exceptionnel.
Là, il est important de noter également que ces mammifères marins sont des espèces qui sont très mobiles. Je pense que Claire l'a montré pour les baleines à bosse, elles se déplacent sur de grandes distances, rapidement, et en plus, elles sont difficiles à observer en mer. Vous en avez tous fait l'expérience si vous êtes allé en mer et que vous avez essayé de trouver des baleines à bosse. En plus, donc, ces animaux, ces mammifères marins, en général, occupent un rôle haut placé dans la chaîne alimentaire et ils vont souvent donc être en faibles effectifs. Donc si je résume, j'essaye d'étudier la distribution d'une espèce qui est difficile à observer en mer, qui est en faible effectif et qui se répartit sur des centaines de milliers de kilomètres. Vous voyez où je veux en venir, il y a comme un problème. Une solution, c'est la science participative ou science citoyenne. Donc qu'est-ce que c'est ? C'est un programme de collecte d'informations qui va impliquer une participation du public dans le cadre d'une démarche scientifique. À quoi ça sert dans le cadre de l'étude de la distribution des espèces ? Évidemment, à augmenter notre couverture spatiale et temporelle pour suivre ces populations de cétacés. Je vois 3 intérêts. Le premier, c'est d'abord de mieux comprendre la distribution des espèces dont on connaît déjà la présence dans la zone. Éventuellement, suivre la dynamique de ces populations sur le long terme, dans le temps, en essayant de voir s'il y a un déclin ou une augmentation. Et enfin, éventuellement, mettre même en évidence de nouvelles espèces qu'on n'aurait jamais observées dans la région. Qui est-ce que ça concerne ? Eh bien, c'est bien ça l'idée, ça concerne tout le monde, les plaisanciers, les pêcheurs, les plongeurs, professionnels de la mer, en fait, tous les gens qui vont en mer occasionnellement ou régulièrement et qui voudraient participer à ce projet. Pourquoi est-ce que la science participative est devenue si populaire ces dernières années et pourquoi est-ce qu'on voudrait appliquer cette méthode en Nouvelle-Calédonie ? Parce que c'est une recette qui marche et je vais vous le prouver avec l'expérience eBird. eBird, c'est une plateforme internet qui a été créée en 2002 aux États-Unis et qui avait pour but donc de récupérer toutes les observations faites par des ornithologues amateurs qui, dans leur temps libre, voyaient des oiseaux et pouvaient aller sur ce site et décrire leurs observations. Je vous donne quelques chiffres. 140 millions, c'est le nombre d'observations qui a été collecté entre 2002 et 2013. 30 à 40%, c'est l'augmentation, c'est le taux d'augmentation de l'utilisation du site chaque année, et donc c'est la preuve de la popularité de cette plateforme. Et 90, c'est le nombre de publications scientifiques qui ont vu le jour grâce à eBird, et donc la preuve de la qualité et de l'intérêt de cette plateforme pour la communauté scientifique. Dans le cadre de l'étude des distributions d'espèces qui nous intéresse aujourd'hui, ça a aussi un intérêt, ça a permis de suivre des invasions biologiques, d'étudier la réponse au changement climatique ou la réponse au changement climatique saisonnier. Donc ici, vous avez un très bel exemple de carte qui montre comment la distribution du roselin pourpré change au cours des saisons aux États-Unis. Et donc tout ça, c'est fait à partir de données collectées par le public. Où est-ce qu'on en est en Nouvelle-Calédonie ? Alors l'association Opération Cétacés a récolté des données auprès du public depuis 1995 et on a à ce jour 1903 observations qui ont été faites sur 26 espèces différentes. C'est pas trop mal, sachant qu'il y a 29 espèces recensées dans la région. Par contre, sur toutes ces observations, seules 456 ont été faites sur une espèce qui a été identifiée avec certitude. Donc si vous regardez la carte ici, vous pouvez voir la position de toutes ces observations en jaune, et vous voyez tout de suite que c'est des observations qui sont plutôt côtières, mais on en a aussi quelques-unes au large dans les zones océaniques. Alors parlons un petit peu des baleines à bosse, celles qui nous intéressent aujourd'hui. Sur ces 2 cartes, vous pouvez comparer la distribution des observations faites par le grand public, en vert à gauche, et celles faites dans le cadre de missions de recherche avec Opération Cétacés, en orange sur la droite. On peut faire 2 constats en comparant ces cartes. D'abord, ce qui paraît évident, c'est que sur la gauche, les données, donc les observations faites par le grand public, sont bien réparties tout autour de la Grande Terre et dans les îles Loyauté, alors que pour les données de recherche, elles ont tendance à être vraiment focalisées sur certaines zones. Donc ça nous révèle l'intérêt majeur de la science participative, qui est qu'on va pouvoir récupérer des données aux endroits où les chercheurs ne peuvent juste pas être en permanence. Le deuxième constat, c'est que sur la carte de gauche, donc les observations du grand public ont tendance à être concentrées dans les zones de forte fréquentation et de forte densité humaine, donc dans Nouméa et le Grand Sud, qui est la zone principale de whale watching, où on va observer beaucoup de baleines à bosse, et on le sait, ce sont des animaux emblématiques qui ressortent beaucoup dans les observations du public.
En revanche, les données de recherche ont tendance à se focaliser sur des zones qui sont choisies par les chercheurs, qui décident d'aller sur ces sites d'études. Et donc on voit l'intérêt de combiner ensemble ces deux types de données, puisque les données de recherche vont permettre de mettre en avant des zones où on a une faible fréquentation humaine, mais qui sont potentiellement très importantes pour les animaux. Et ben, c'est le cas par exemple du mont sous-marin d'Antigonia, dont Claire a parlé, qui est ici, qui ressort très bien sur la carte de droite, mais pas du tout sur la carte de gauche, puisque personne ne va aller se perdre à Antigonia. Donc les biais actuellement dans notre base de données participative, c'est ce problème de distribution géographique de l'effort qui est forcément lié aux densités humaines et touristiques, et le problème de la validation. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on a pu identifier l'espèce de façon certaine dans les observations dans moins d'un quart des cas. Donc quelle solution apporter ? Les photographies qui sont essentielles. Quand vous nous relayez une observation, la photographie, c'est le seul moyen de valider avec certitude l'espèce que vous avez pu observer. Autre chose importante, la diversification du réseau d'observation. Avoir un maximum de gens, de différents usagers de la mer dans différentes régions pour augmenter notre réseau et notre maillage. Et puis enfin, noyer le poisson par le nombre, c'est l'idée de noyer le biais par les statistiques. En fait, si on a énormément d'observations, alors les erreurs qui sont faites sur une faible proportion, finalement, peuvent devenir négligeables. Et c'est pour ça qu'on demande à un maximum de gens de participer. Alors cette année, on a un petit peu modernisé notre fiche d'observation, on l'a rendue complètement remplissable en ligne. Donc vous pouvez aller la remplir sur le site de l'UMR Entropie, dont j'ai mis l'adresse ici. Donc je vais juste rapidement vous la présenter pour vous expliquer en fait comment chacune de ces informations est utilisée dans nos analyses et en quoi est-ce qu'elles sont intéressantes. La première, c'est évidemment le nom, l'adresse, le téléphone. Ça paraît idiot, mais c'est très important pour nous de pouvoir vous recontacter pour pouvoir avoir des précisions parfois sur vos observations. Autre élément qu'on vous demande, c'est l'activité que vous aviez au moment de l'observation. Est-ce que vous étiez en train de plonger, de vous balader en bateau, de pêcher? Ça nous permet un petit peu de cibler les différents usagers de la mer qui participent au programme. La position géographique, vous l'avez compris, pour moi, c'est essentiel. Donc plus elle est précise, mieux c'est. Vous pouvez la repérer directement en mer si vous avez un GPS à bord, ou alors utiliser Google Maps ou Google Earth une fois que vous êtes rentré chez vous et essayer d'aller repérer la latitude-longitude approximative du lieu où vous étiez. Le nom de l'espèce, si vous le connaissez, ça arrive quand on voit une baleine à bosse ou un dugong, on arrive à l'identifier en général. N'oubliez pas que vous avez aussi un guide d'identification qui peut vous aider à mieux connaître les espèces qui peuplent notre région. Mais si vous nous donnez un nom d'espèce, malheureusement sans une photo, on ne pourra pas donner un bon critère de validation à votre observation. Donc la photo, c'est vraiment l'élément essentiel de validation. Et ce qui nous aide particulièrement, c'est les photos de dorsale et les photos de caudale, surtout dans le cas des baleines à bosse, puisque Claire vous l'a très bien expliqué, chaque baleine à bosse a une caudale unique, et si vous nous donnez une bonne photo de caudale, on pourra la comparer à notre catalogue, voir si on connaît déjà cette baleine, et si ce n'est pas le cas, on pourra l'ajouter au catalogue et vous pourrez même la baptiser. Bon, dans pas mal de cas, malheureusement, on est en mer et on n'arrive pas à reconnaître l'espèce qu'on a observée. Et dans ce cas-là, il existe une série de critères d'identification qui peuvent nous aider a posteriori à retrouver l'espèce que vous avez pu observer. Et donc là, il y en a toute une série, forme de la tête, forme de la dorsale, de la caudale. Je vous en passe les détails, mais ça peut parfois marcher et on peut retrouver de quoi il s'agissait. La présence de jeunes, c'est toujours intéressant parce que ça nous permet de voir et d'essayer d'estimer des zones ou des périodes de reproduction et de mise bas pour les différentes espèces. Et enfin, il y a toute une section qui est dédiée au comportement dans la fiche, puisque ça aussi, c'est un critère d'identification d'espèces. Certains comportements sont caractéristiques d'un animal, d'une espèce. Par exemple, le saut en vrille ne va être observé que chez le dauphin long-bec, et donc là, à coup sûr, on peut savoir de qui il s'agit. Également, donc je vous parle beaucoup d'observations faites depuis un bateau, mais les observations faites depuis le rivage ou depuis un avion peuvent aussi nous intéresser. Les conditions météo et le mode d'observation nous permettent de savoir quelles étaient les capacités de détection au moment de l'observation et vous rentrez également en jeu dans l'analyse. Et enfin, la partie remarque où vous pouvez vous lâcher, vous pouvez nous raconter tout le contexte, les comportements particuliers que vous avez pu observer. Là aussi, c'est l'occasion de nous raconter ce que vous avez vu. Plus on en sait, mieux c'est.
Donc un petit rappel sur les outils à votre disposition. Si vous êtes en mer, si vous êtes plutôt version technologique, vous pouvez utiliser l'application Mobi, donc qui va bientôt être mise à jour pour tous les smartphones d'ici quelques semaines, qui sera à nouveau fonctionnelle. Ou la version classique, la fiche papier, stylo, c'est possible aussi. Enfin, donc maintenant cette fiche en ligne que je viens de vous présenter, qui est disponible sur le site Entropie et que vous pouvez remplir après votre sortie. J'en rappelle les 2 éléments essentiels de l'observation, la position géographique et la photo dans la mesure du possible. Puisque bien sûr, avoir de belles photos et une belle observation ne sont pas des raisons pour déranger les animaux. Je pense que maintenant vous connaissez tous la charte de bonne conduite qui a été créée pour les baleines à bosse, mais c'est une charte dont les conseils valent aussi pour tous les mammifères marins. Donc petite piqûre de rappel, limitez la durée d'observation, la distance, la vitesse, et faites attention à vous positionner correctement par rapport aux animaux que vous observez. Voilà, donc je vous remercie de votre attention, je vous souhaite un bel hiver et puis de belles rencontres dans le lagon. Merci. Donc bonsoir et merci pour le reportage de ce soir, pour toutes les explications aussi qui étaient très intéressantes. Je voulais poser la question par rapport au krill qui m'alerte. J'ai vu plusieurs articles et plusieurs émissions où il y a une, entre guillemets, pas recrudescence, mais presque de pêche de krill. Donc c'est évidemment l'aliment principal des baleines. Est-ce que vous avez éventuellement des informations à ce sujet ? J'ai vu que malheureusement, il y a des médicaments qui vont commencer à être vendus. Alors c'est pour des problèmes quelconques, hein. C'est comme pour les cartilages de requin, évidemment, on sait tous que c'est complètement ridicule et que ça ne sert strictement à rien. Mais comment on peut faire, si vous avez des informations par rapport au krill, si vous avez la moindre information, voilà. Écoutez, je n'ai pas que c'est suffisamment clair. Je n'ai pas d'informations par rapport au krill. Par contre, ce que je sais, c'est que oui, en effet, il y a déjà des exploitations de krill sur l'océan austral. Oui, ça fait maintenant quelques temps qu'il s'est exploité. Alors c'est sûr que ça va avoir un impact puisque le krill, en fait, c'est la source de nourriture pour l'ensemble des animaux qui vivent dans l'océan austral. Que ce soit les manchots, que ce soit les phoques, que ce soit les baleines, c'est leur source principale de nourriture. C'est sûr que ça va avoir un impact, mais là je ne pourrais pas vous en dire plus parce que je n'ai pas plus d'informations là-dessus. D'accord. Oui, parce que pour revenir sur le tableau que vous nous avez montré, les 6 zones... Moi j'avais noté les 6 zones que vous aviez détectées là où elles vont manger. Là c'est vraiment important. Enfin là vous avez réussi à comprendre où est-ce que chaque baleine va manger. En fait c'est des informations qui ont été, c'est des zones qui ont été mises en évidence suite aux chasses commerciales comme des zones d'importance. Ça veut dire a priori que ce serait certainement des zones où il y a plus de krill et où les animaux se nourriraient. Mais ça a été fait pour certaines baleines. Et on a après utilisé ces zones-là pour dans un besoin de gestion. Ça a été simple de dire les baleines en général se nourrissent dans 6 zones antarctiques. D'ailleurs au départ il n'y en avait que 5. La zone qui se trouve sous le Pacifique, personne ne la connaissait, elle a été mise en évidence beaucoup plus tard. Et voilà, de dire les baleines se nourrissent là et elles se reproduisent au nord. Mais on voit bien qu'en avançant dans la connaissance, les choses ne sont pas aussi simples que ça. Merci beaucoup. Bonsoir. Est-ce que l'on sait déjà si les baleines qui se changent ou qui se trompent de groupe, les transientes ou transfuges, le font au cours de leur migration vers le nord, ou quand elles reviennent vers l'Antarctique, ou pendant qu'elles se nourrissent en été en Antarctique? Alors écoutez, en fait, on ne pense pas qu'elles se trompent, c'est simplement un type d'animaux qui ne va pas passer souvent. Alors pour ça qu'on dit qu'on a une probabilité nulle de recapture, mais en fait, si on vous rendez compte que si on étudie une population sur 3 ans, on aura peut-être une certaine chance de revoir ou pas une baleine. Mais il y a certaines baleines que nous, on a revues pour la première fois au bout de 20 ans. Donc la transience, c'est un phénomène qu'on doit utiliser dans des modèles mathématiques, mais qui, biologiquement, n'est pas si facile à comprendre que ça. On sait qu'il y a des animaux qui sont fidèles à leur zone de reproduction, notamment la fidélité se fait à travers souvent les femelles, les mamans qui ramènent leurs petits, puisque la migration est un acte culturel qui doit être appris par les baleineaux. Mais après, il y a des animaux qui se déplacent. Alors, est-ce qu'ils se déplacent parce que, justement, le krill dont on parlait, eh bien, cette année-là, il va se
un petit peu s'être déplacées, les grandes concentrations de krill, et quand les baleines vont finir de se nourrir, elles vont partir vers le nord, et donc un petit peu se décaler dans une zone. Est-ce qu'ils se déplacent parce qu'ils ont, par exemple, les mâles qui cherchent à s'accoupler avec le plus de femelles, eh bien, ils vont aller dans différentes zones pour voir ce qui s'y passe. Tout ça, on n'en sait pas encore assez pour répondre à ces questions. Je pense que vous comptez beaucoup sur les balises que vous allez mettre en place. On compte sur les balises, en tout cas, pour fournir des informations pour la thèse de Solène, et puis également pour nous en dire plus sur ces fameuses baleines de la zone ouest de la Nouvelle-Calédonie, puisqu'on a vu que c'était une zone importante par le passé pour les chasses. Qu'est-ce qui s'y passe maintenant? Est-ce qu'il y a encore beaucoup de baleines? D'où elles viennent? Où elles vont? Et justement, à quel groupe elles appartiennent, parce qu'elles vont aussi jouer dans cette reconstitution des groupes de baleines. On sait aussi que les baleines s'attirent par des phénomènes sociaux, c'est-à-dire que s'il y a un certain nombre d'animaux quelque part, ça peut attirer d'autres animaux. Il y a par exemple d'autres endroits où les baleines ont pratiquement disparu, comme à Fidji, où il y avait des baleines et où maintenant on en voit très peu. Il peut y avoir des extinctions de zones parce qu'en fait la mémoire a été perdue et donc elles ne vont pas retourner dans ces zones. Hawaï, par contre, c'est un endroit où il n'y avait pas de baleines par le passé. Or maintenant, vous savez tous qu'on voit des baleines à Hawaï. Donc il y a des choses comme ça qui se passent et qu'on essaye de comprendre. Oui, bonsoir. J'ai deux questions en tant que plaisancier. Comment reconnaît-on qu'une baleine n'aime pas se laisser approcher? Est-ce qu'elle est fuyante ou est-ce qu'elle est au contraire agressive? Donc ça m'intéresse de savoir. Et puis deuxième question, toutes les données qui vous sont apportées par les différentes personnes qui observent aussi bien les baleines que les dauphins, etc., est-ce que vous les gardez pour vous ou est-ce que nous, on peut aussi savoir quelles sont les zones les plus fréquentées par les baleines, par les dauphins, par d'autres animaux aquatiques? Alors pour savoir si les baleines sont ennuyées ou pas par votre présence, écoutez, c'est simple. Hein. Si une baleine vient à votre bateau, c'est qu'elle a envie de vous voir. Maintenant, si vous allez vers elle et qu'elle continue à se déplacer, ou qu'elle passe plus de temps sous l'eau, elle n'a peut-être pas envie que vous soyez là. On se dit souvent que l'animal va partir s'il est ennuyé, mais non, c'est pas si simple que ça. Des fois, les animaux restent. Mais on voit quand même, par exemple, une baleine qui va frapper l'eau avec sa nageoire caudale. Ça peut être à cause du bateau qui est à côté. Ça peut être aussi à cause d'une autre baleine qui est à côté et qui l'ennuie. Mais si vous êtes là, c'est un signe d'agressivité, ça. Mais en général, les animaux qui ont envie de rester, il y a des fois où, je ne sais pas si certains d'entre vous ont fait des sorties de whale watching, mais ça arrive d'avoir des baleines qui viennent vraiment au bateau. Et là, ce n'est pas le skipper qui ne respecte pas la réglementation, c'est l'animal qui vient. Évidemment, ça n'arrive pas à tous les coups. Quand ça arrive, c'est formidable, mais bon, les baleines ne sont pas là pour notre plaisir, donc il faut les respecter. Et donc, je pense que vous pouvez voir assez facilement si vous les dérangez ou pas. Et l'autre question, je vais la laisser à Solène. Alors, donc, toutes ces données qui sont collectées par le public, pour l'instant, si je puis dire, elles sont un petit peu dormantes. Elles sont dans une base de données que je vais exploiter cette année. Donc, pour l'instant, c'est des données, en fait, quand vous les déposez sur le site, elles me reviennent directement ou je les récupère dans des tableaux. Et j'espère donc avoir des résultats d'ici l'an prochain, des cartes, et qui dans ce cas-là, bien sûr, seront publiées. Alors moi, en particulier, je travaille sur les baleines à bosse. J'espère qu'il y aura bien d'autres personnes qui pourront exploiter les autres données pour les autres mammifères marins. Mais c'est des données qui seront publiées comme n'importe quelle donnée scientifique. Maintenant, on va jamais pouvoir vraiment prédire les zones de probabilité de baleines. Enfin, je ne vais pas pouvoir donner une probabilité sûre de présence en un lieu donné. Si vous voulez, en ce moment, par exemple, j'étudie en particulier la distribution dans le lagon sud, donc à fine échelle, et mes modèles de distribution, ils prédisent à 10% de la variabilité qu'on observe. Donc c'est dire combien c'est des comportements qui sont complexes, et il ne suffit pas de trouver que l'eau est un petit peu chaude à tel endroit, la profondeur leur convient. Ça explique en partie la présence des animaux, mais ça ne l'expliquera jamais complètement. Donc quand les résultats seront publiés, j'espère qu'on découvrira des choses intéressantes, mais on pourra, surtout sur les baleines à bosse, qui sont des animaux très plastiques, qui se déplacent beaucoup, je ne pense pas qu'on va pouvoir établir des grandes zones autres que celles qu'on connaît déjà, c'est-à-dire la grande région sud. Il y a également un master qui a déjà été fait en utilisant les autres données opportunistes
Donc il y avait des cartes de distribution des espèces autour de la Calédonie. Mais de ce qu'on en sait actuellement, on ne peut pas dire c'est à tel endroit qu'on va voir du cachalot ou c'est à tel endroit qu'on va voir telle espèce, quoi. Il nous faut plus d'observations. Bonsoir, j'aurais voulu savoir quelles étaient les spécificités des baleines calédoniennes par rapport à la population mondiale, et notamment l'hémisphère nord. Alors, d'abord, c'est les plus belles. Non, non, en fait, quelque chose qui est intéressant, c'est qu'on a une petite population. Et qui dit petite population dit animaux qui reviennent, et donc qu'on peut reconnaître, et donc qu'on peut suivre, et donc sur lesquels on peut obtenir des informations qu'on ne pourra pas obtenir sur des populations, par exemple, comme celle de la côte est australienne, qui a actuellement 15 000 baleines, quelque chose comme ça. Donc vous voyez, pour avoir la chance de revoir des baleines, c'est beaucoup moins. Ici, par exemple, on a pu... vous avez vu que les champs évoluent dans le temps. Vous avez vu qu'on reconnaît les baleines individuellement. Maintenant, actuellement, on a des champs enregistrés dans le temps sur la même baleine. Donc on va pouvoir travailler sur l'évolution de ce champ à l'échelle de la baleine et pas à l'échelle de la population. Ça, c'est quelque chose qui n'a jamais été fait nulle part parce que le type de données qu'on a ici, le type de population le permet. Donc ça, c'est quelque chose qui me vient à l'esprit de suite. Et puis moi, les monts sous-marins, je pense. Ah oui, les monts sous-marins. Voilà, on a quand même mis en évidence voilà, cet usage des monts sous-marins qui n'était absolument pas connu. Et maintenant, on veut en savoir plus. Ça, c'était le début. On a découvert ces monts sous-marins, en fait, quand on a mis les balises. Parce que bon, on travaillait dans le lagon Sud. Bon, voilà, le lagon Sud, facile d'accès avec un petit bateau. Mais qui serait allé voir à 60 000 nautiques au sud de l'île des Pins ce qui se passait? Et quand on a mis les balises, la première année, on a posé 12 balises et 7 baleines sont allées au même endroit. On s'est dit, qu'est-ce qui se passe? On a pris une carte. Ah tiens, il y a un pont sous-marin. Et après, on y est allé voir, parce que c'était quand même pas trop loin, et on a vu en effet que c'est une zone de reproduction, de concentration de baleines. Et depuis, il y a des gens qui utilisent ce type de modèle justement pour rechercher des endroits où il leur manque des populations, il leur manque des groupes de baleines, ils les cherchent. Et d'autres collègues depuis ont également vu que certains monts sous-marins dans leur zone pouvaient être intéressants. Bonsoir. Moi, c'est juste une question concernant le chant des baleines. Quand vous expliquez en fait, vous notez que les chants se reproduisent d'une région d'ouest en est, en fait. Qu'est-ce qui pourrait expliquer, en fait, qu'il y ait ce changement d'ouest en est? Eh bien, on n'en sait rien du tout. Parce qu'en fait, le chant de la baleine à bosse est un chant qui a une fréquence dans l'audible pour nous. Ce qui veut dire que ce sont des fréquences qui ne peuvent pas s'entendre à grande distance. On va les entendre à disons 10 km. Contrairement aux sons produits par exemple pour une baleine bleue, qui sont des sons très graves, qu'on n'entend pas nous à l'oreille, mais qui, eux, peuvent s'entendre d'un côté d'un bassin océanique à un autre. Genre la baleine bleue qui est à New York peut entendre sa camarade qui est à Bordeaux. Ils n'ont pas besoin de se rencontrer. Alors que les baleines à bosse, il faut qu'elles soient prêtes pour s'entendre. Donc si ce chant se transmet, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a un contact. Donc le contact, est-ce que c'est par un certain nombre d'animaux qui vont au cours de la saison changer d'endroit? Est-ce que c'est sur la route de migration qui vont s'échanger ces chants? Est-ce que c'est en Antarctique? Puisqu'en Antarctique, ils ne sont pas censés chanter, puisqu'ils mangent, c'est plus la période de reproduction. Néanmoins, il y a un petit morceau de chant qui a été enregistré en Antarctique. Nos collègues acousticiens l'ont étudié. Et il s'avère que c'était le chant chanté, c'était donc en janvier, c'était le chant chanté l'année d'avant, donc en juillet sur la côte est australienne, et c'était celui qui allait être chanté en Calédonie juillet d'après. Donc vous voyez, il y a plein de possibilités, et on ne sait pas exactement comment ça se passe, mais c'est quelque chose sur lequel on travaille. Bonsoir. Qu'est-ce que la génétique a apporté sur les comportements entre mâles et femelles, le nombre de mâles par femelle? Qu'est-ce que vous avez appris par rapport à tout ça? Alors, dans les zones de reproduction, on a un sex ratio, donc le nombre mâle-femelle, qui n'est pas équilibré. On a plus de mâles que de femelles. Alors, pour la bonne raison, en fait, c'est que les migrations
ne se font pas d'un coup. Les scientifiques qui ont travaillé pendant les chasses ont montré qu'en fait, il y avait une progression dans l'arrivée des animaux sur les zones de reproduction. On avait d'abord les jeunes, immatures, ensuite les femelles et les mâles adultes, et enfin les femelles qui venaient pour mettre bas. Et pareil, quand ils repartent pas tous ensemble. Les femelles qui ont mis bas restent le plus longtemps ici, puisqu'elles vont pouvoir allaiter leurs petits longtemps, prendre beaucoup de force pour qu'ils puissent repartir. Mais en fait, les femelles, au contraire, qui, elles, se sont reproduites à ce moment-là, elles vont partir au plus vite pour pouvoir rejoindre l'Antarctique et manger le plus possible pour pouvoir constituer leur baleineau. Et c'est pour ça, en fait, qu'on a un sexe ratio déséquilibré, parce que les mâles restent pour se reproduire avec le plus de femelles, alors que les femelles, une fois qu'elles sont fécondées, elles repartent rapidement. Voilà. Après, on a appris plein d'autres choses. On a appris, par exemple, qu'il y avait différentes sous-stocks, en fait, dans le Pacifique Sud, puisque nous, on appartient à un groupe ici en Calédonie qui est le stock reproducteur E, mais en fait, les analyses qu'on a faites ont montré qu'il y a quand même des différences entre les baleines à bosse de l'Est de l'Australie, celles de Calédonie, celles de Tonga, et ça a permis à la commission baleinière de créer maintenant des sous-stocks reproducteurs. On a travaillé sur la paternité ici. On a fait une première étude dans les années 2000-2004 et on a montré avec ces études qu'en fait, vous savez, on prend un échantillon du baleineau, un échantillon de la mer, et puis on a plein de mâles. Donc le baleineau, on peut savoir quelle est la partie de son génome qui vient de la mer, et donc on recherche parmi tous les mâles la partie qui vient du mâle. Et on a retrouvé un certain nombre de paires ici. Et les analyses qu'on a faites ont montré qu'en fait, cette reproduction est autonome. C'est-à-dire que ce qu'on en savait à ce moment-là montrait qu'a priori, les femelles prenaient leur mâle parmi les baleines qui venaient ici. Ce qui voulait dire que si la chasse reprenait, et que par une malchance terrible, les baleines qui étaient tuées en Antarctique n'étaient par exemple que les mâles venant en Calédonie, eh bien notre stock allait s'effondrer. Et donc, c'est ce qu'on appelle une reproduction autonome. Alors là, à l'heure actuelle, là, pendant que je vous parle, il y a une nouvelle étude de paternité qui est en cours, qui maintenant prend en compte toutes les données, pratiquement 20 ans de données. Alors on en saura plus bientôt, parce que je pense que ça va faire évoluer les choses. Voilà. Est-ce que tu peux nous rappeler la durée de gestation d'un baleineau ? Alors, la durée de gestation est de 10 à 12 mois. C'est-à-dire que la femelle vient, voilà, ici, elle se reproduit, elle repart en Antarctique et elle revient mettre bas, on ne sait pas où, parce qu'en fait la mise bas n'a jamais été observée. On sait que c'est dans les zones tropicales, mais on ne l'a jamais vue. Et donc ça fait 10 à 12 mois. La femelle, quand elle est ici avec son petit, elle va perdre un tiers de son poids pendant l'allaitement, parce que les baleines ne mangent pas quand elles sont ici, elles jeûnent complètement, elles ne mangent que dans les eaux polaires. Une dernière question ? Oui, bonsoir. Vous venez de parler du coup de la mise bas dans les eaux tropicales, et tout à l'heure vous avez parlé de migration avec initiation. Ça veut dire qu'on la mise bas la première année, la baleine repart avec son baleineau et revient l'année d'après pour faire le voyage. Oui, en fait, donc voilà, en fait la femelle elle se reproduit, elle repart en Antarctique, elle mange, elle revient, elle met bas. Là, elle repart avec son baleineau pour lui apprendre la route vers l'Antarctique. Elle revient avec lui et là, ils se séparent. C'est-à-dire que les baleines ne sont pas des animaux. Les baleines à bosse la baleine à bosse n'est pas une espèce sociale et les groupes sont absolument instables. Le seul groupe stable, c'est la maman petit pendant à peu près 1 an. Après, ici, il y a des groupes qui se forment, qui se font, qui se défont, mais qui sont complètement instables. Alors, les baleines n'ont pas des petits tous les ans, elles ont des petits tous les 2-3 ans. Merci beaucoup Claire et Solène. Merci à vous d'être venus ce soir. Merci beaucoup à tous.